Dans la douceur d'une soirée de juillet 1906, une disparition va bouleverser toute la France et déclencher l'une des affaires les plus mystérieuses de l'époque. Accrochez-vous car cette histoire contient des rebondissements que vous n'imaginez pas et une fin absolument surprenante. Madame Dubois arrose tranquillement ses plantes dans son jardin quand elle aperçoit la bicyclette du curé de Châtenay filer sur la route voisine. Elle lance à son mari resté à l'intérieur. « Tiens, voilà le père de la rue qui rentre au presbytère. » Mais ce soir-là, l'abbé Joseph de la rue n'arrivera jamais à destination. Sa sœur Marie, qui vit avec lui au presbytère en tant que gouvernante, attend quelques jours avant de signaler sa disparition aux gendarmes. Elle connaît les habitudes de son frère et sait qu'il devait rentrer de Paris ce soir-là, où il se rend régulièrement. Son incertitude grandissante s'est transformée en panique, mais elle ne voulait surtout pas créer de scandale en alertant tout le village trop tôt. Elle sait parfaitement ce qui se dit sur les curés à cette époque, ils profiteraient de l'argent de l'État et ne se contenteraient plus d'aimer le corps du Christ mais aussi celui des jeunes filles. Ce n'est décidément pas une bonne période pour laisser planer le moindre doute sur la moralité d'un homme de foi. Et puis Joseph, parfaitement dévoué à ses paroissiens, n'a jamais manqué une seule de ses messes du dimanche. Si vous trouvez cette histoire captivante, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos passionnantes sur les mystères de l'histoire. Châtenay est un petit village d'environ 300 habitants situé entre Chartres et Orléans. L'abbé de la rue est une figure locale appréciée, qu'on voit régulièrement traverser les chemins à vélo pour se rendre dans les 3 autres paroisses voisines, veiller au chevet des malades ou participer à la construction de la nouvelle école. Parfois, il prend le train pour Paris, souvent pour rendre visite à Madame Legendre, une bienfaitrice de la paroisse, ou à son ami Monsieur Duget, propriétaire d'un restaurant sur le boulevard Saint-Germain. L'abbé Joseph de la rue est né le 21 septembre 1871, de parents paysans de classe moyenne. Sa vocation est une évidence depuis son plus jeune âge, même dans la période difficile que traverse l'Église avec la loi de séparation de l'Église et de l'État votée en décembre 1905. À partir de 1903, Joseph redouble d'efforts pour garantir une éducation qu'il considère digne de ce nom en supervisant les travaux de la nouvelle école privée de Châtenay et l'installation d'une nouvelle institutrice, Mademoiselle Marie Frémont. La disparition d'un curé est un sujet qui promet d'alimenter les ragots locaux. Au village, la nouvelle se répand rapidement et les habitants sont unanimes. On a assassiné l'abbé de la rue. L'instruction est confiée à un jeune juge, Léon Germain, et les journaux locaux s'emparent de l'affaire, suivis rapidement par les journaux nationaux. La gendarmerie essaie de reconstituer les faits. Parti pour Paris le matin du 23 juillet, l'abbé devait être de retour au presbytère le lendemain soir. Madame Legendre confirme l'avoir reçu dans la nuit du 23 au 24, et qu'il comptait prendre le train de 14h40. Son dernier acte de curé date du 23 juillet à 4h du matin, quand il a célébré la messe des moissonneurs avant de rejoindre la gare d'Étampes à vélo. Le lendemain, il se rend chez son ami Monsieur Duget avec qui il discute avant de prendre congé aux alentours de 16h30. S'il a annoncé à Madame Legendre prendre le train de 14h40, il a en réalité pris celui de 17h30. À Étampes, il rate sa correspondance et doit faire les 20 derniers kilomètres à vélo. Il s'arrête à 18h30 chez Madame Charpentier qui l'invite à dîner. Il repart à 20h et Madame Dubois, alors occupée à arroser ses plantes, est le dernier témoin à l'avoir vu en vie. Des battues sont organisées par le maire de Châtenay et le garde du château de Valénis, auxquelles des dizaines de personnes se joignent. Le 31 juillet, on retrouve un chapeau d'ecclésiastique troué et taché de sang, avec à l'intérieur l'étiquette du magasin où Joseph a l'habitude de se fournir. La thèse de l'agression semble se confirmer. On sait que la sacoche que l'abbé transportait toujours avec lui contenait son bréviaire, sa montre et 250 francs en argent liquide, soit presque 2 mois de salaire d'un ouvrier. Pour coupable, on imagine un vagabond ou un ouvrier agricole, mais la piste politique n'est pas écartée, la commune de Châlons-Saint-Mars comptant son lot de radicaux socialistes anticléricaux. Les journaux d'opinion traitent de l'affaire qui fait ses premières unes au niveau national. La photo du curé est affichée dans les kiosques de la France entière et une question pend à toutes les lèvres, mais où a bien pu passer l'abbé de la rue? Le 2 août, la gendarmerie annonce avoir retrouvé le corps de l'abbé, avant de se rendre compte qu'il ne s'agit absolument pas de lui. Une erreur qui va se répéter une dizaine de fois durant l'enquête. De la même façon, l'abbé sera apparemment aperçu par des centaines de gens dans les semaines suivantes, à Biarritz, Orléans, Boulogne-sur-Mer, Bruxelles, Avignon, et même au Maroc. Les recherches se concentrent autour de l'étang du coin, qui semble le lieu idéal pour dissimuler un corps. Des centaines de personnes participent à des battues, et des hommes fouillent l'étang à bord de barques en raclant le fond avec des perches. Face à l'impossibilité de retrouver le corps, l'idée d'une fuite grandit chez les critiques de l'Église. On l'imagine ayant fui avec de l'argent volé ou à l'étranger, et l'idée la plus satisfaisante à leurs yeux, et si le curé s'était enfui avec une femme. Parmi les candidates idéales, on cite Madame Vallot, une femme divorcée,
la cousine de l'abbé Flavie Houdard, ou encore la jeune institutrice Marie Frémont, absente du village lors de la disparition. Ces scénarios semblent ridicules et se basent plus sur les fantasmes des anticléricaux que sur une quelconque vérité. On revient donc à la thèse de l'assassinat. Dans la famille de la rue, l'incertitude est insupportable. L'autre frère de Marie de la rue rejoint celle-ci et leur père chaque soir. Ils ne parlent quasiment plus aux journaux, épuisés par les calomnies qu'ils y lisent. Leur père est particulièrement dévasté, ne mange plus et s'affaiblit visiblement de jour en jour. Face à l'engouement du public, les journaux redoublent d'efforts pour tenter d'élucider la disparition. Ils exploitent deux phénomènes très populaires à l'époque, l'enquête journalistique et l'intérêt grandissant pour le surnaturel. C'est ainsi qu'entre en scène Deva, un mage hindou engagé par le quotidien, le journal. Hypnotiseur, divinateur et psychomètre, il aurait un don qui lui permettrait de ressusciter les impressions éprouvées par les personnes avec qui un objet a été en contact. Muni d'une photographie de l'abbé, il retrace le chemin supposé du soir de sa disparition et retrouve miraculeusement le vélo caché par des branches. La presse anglophone surnomme Deva le Sherlock Holmes hindou, et il devient le chouchou des journaux. D'autres personnages farfelus entrent en scène, la cartomancienne Flaubert, l'hindou Alvis à la canne d'argent, le mage Ramana au turban en mousseline, et même une chienne nommée Carlos censée pouvoir sentir un cadavre enterré. Toutes ces tentatives tournent en ridicule et les journaux sensationnalistes sont de plus en plus critiqués, tout comme la justice, jugée trop lente. Le 24 septembre, alors que les cloches sonnent à Châtenay pour les funérailles symboliques de l'abbé, un homme entre dans un hall de gendarmerie et annonce « Je m'appelle de la rue Joseph Alfred, né à Imonville en 1871, ancien prêtre. J'ai quitté la France en compagnie d'une nommée Frémont-Marie et nous habitons Saint-Gilles, rue de Constantinople, numéro 73. » Dans leur mémoire publiée dans le journal, Le Matin, Joseph et Marie expliquent que dès leur rencontre, Marie a eu un coup de foudre qu'elle n'a cessé de communiquer au curé jusqu'à ce qu'il cède à ses avances au bout de plus de 2 ans. Marie est tombée enceinte et, pour éviter le scandale, le couple a décidé de partir vivre en Belgique. Face à l'engouement médiatique, ils ont plusieurs fois remis à plus tard le moment de reprendre contact avec leur famille. Le 27 novembre, le journal annonce leur séparation. Si le journal ainsi que les lettres du directeur de Conscience semblent indiquer une séparation définitive, Marie parle à un autre quotidien d'une séparation d'1 an qui mènerait à son terme à un mariage. Dans le plus grand des secrets, Marie est placée en région parisienne dans une maison de repos tenue par des sœurs, et Joseph dans un monastère aveyronnais. C'est par lettre que Joseph apprend la naissance de Jeanne, leur fille. Au monastère, Joseph se montre très volontaire dans sa foi, assiste à toutes les messes et demande une dispense auprès du pape afin d'obtenir le droit de se marier tout en continuant d'exercer. L'échange de lettres est interrompu en juin 1907. Joseph sombre dans une profonde dépression et envisage régulièrement de mettre fin à ses jours. Après 2 ans de douleur, il part pour un monastère plus isolé en Espagne, puis en 1912 pour Manchester où il donne des cours de français. Marie, restée en France, rencontre un jeune homme qui accepte sa situation et la demande en mariage. Ils se marient en 1909 et celui-ci reconnaît légalement Jeanne comme sa propre fille. Joseph revient en France au début de la Première Guerre mondiale et s'engage pour soigner les blessés au front. C'est à cette époque qu'il rencontre Marthe, sa future femme. En 1917, il l'épouse. De son côté, Marie Frémont a eu 2 autres enfants avec son mari, qui perdra la vie pendant la guerre. Jeanne s'est mariée en 1929 à un électricien alors qu'elle était elle-même mécanographe. Marie Frémont est décédée en 1961 dans sa maison de Gentilly. Joseph de la Rue s'est éteint 2 ans plus tard à son domicile parisien, à 5 km de chez Marie, et ils ne se sont jamais revus.